Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 8 décembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal et c'est pour parler de cette interpellation hier du président du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale à la police judiciaire. Amadou Harouna Maïga serait interpellé à la suite des propos tenus sur la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Dans ses propos, donc un ancien membre du gouvernement se serait senti indexé et il a porté plainte à la police judiciaire. Depuis la mise en place de ce cadre qu'il préside, Amadou Harouna Maïga a toujours interpeller les autorités relativement à la gestion de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri notamment. Et il dénonce régulièrement sur les médias nationaux et internationaux les événements qui se produisent dans cette région. Nous y reviendrons donc plus en détail sur l'interpellation de Amadou Harouna Maïga. Et ce communiqué de presse du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale du département de Tillabéri. Contre toute attente et avec un grand étonnement, donc c'est contre toute attente et un grand étonnement que nous avons appris l'interpellation du camarade Amadou Harouna Maïga à la police judiciaire puis déféré à la justice et placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey. Suite à une plainte qui serait déposée contre lui par un ex-ministre de la Défense. Cette interpellation qui sans nul doute vise à réduire au silence toute voix discordante par rapport à la gouvernance de notre pays en général et la situation sécuritaire en particulier n'est pas une chose nouvelle à l'encontre de ce comité qui œuvre inlassablement pour le retour de la paix et de la sécurité dans la région de Tillabéri et dans tout le Niger. Ce cadre précise en effet donc ce comité a depuis sa création été confronté à des multiples obstacles venant des tenants du pouvoir qui refusaient tout regroupement des ressortissants de la région dans le sombre dessein d'entretenir un flou artistique autour de la question sécuritaire de la région qu'ils veulent occulter à tout prix. Sinon, comment comprendre poursuivre ce communiqué, cet acharnement contre ceux qui s'insurgent contre la mauvaise gestion de cette insécurité qui a complètement paralysé le développement socio-économique de la région, s'interroge donc le comité. Ce comité départemental Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale s'indigne également contre cette attitude provocatrice et mesquine qui vise à contourner les véritables préoccupations des populations éprouvées de Tillabéri qui vaillent se battre pour leur sécurité et leur survie menacée du fait de l'inconséquence de certains responsables en charge des questions sécuritaires. Comme si cela ne suffisait pas, ces mêmes responsables imbus de leur personnalité se croient en position de décider de la vie ou de la mort de tout un peuple cruellement abusé. Il est certes facile à poursuivre ce communiqué de s'en prendre à des paisibles citoyens qui jouent leur rôle civique de conscientisation et de veille citoyenne que de faire face avec détermination aux ennemis de la paix et de la quiétude qui tuent, confisquent et brûlent partout où ils passent. Nous disons cependant que ceux qui doivent être inquiétés et punis sont les terroristes et non ceux qui se battent contre eux comme le fait d'une façon ou d'une autre le comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale avec à sa tête le coordinateur Harouna Amadou Maïga. Le comité Tillabéri Union, donc le comité départemental Union Tillabéri pour la paix et la sécurité et la cohésion sociale exige en effet la libération immédiate et sans condition du coordinateur Amadou Harouna Maïga qui n'a fait que son devoir de citoyen en interpellant les autorités publiques et administratives devant les responsabilités qui sont les leurs. Le comité départemental Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale apporte son soutien sans réserve aux camarades coordonnateurs injustement incarcérés et invite l'ensemble de la population de Tillabéri et du peuple nigérien
à se mobiliser comme un seul homme pour contrer ces dérives autoritaires qui relèvent d'un autre âge, a conclu le communiqué de presse du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, signé par le membre du comité Hama Haru Umaru. Autre aspect de cette édition, le réseau national des femmes pour la paix, RENAFEP, donc c'est toujours la paix, a tenu ce mercredi les assises de sa deuxième assemblée générale ordinaire à la maison de la presse. Elles ont répondu massivement présentes les femmes issues de plusieurs structures féminines. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Promotion de la Femme. Compte rendu, Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Elles sont nombreuses les femmes venues de toutes les régions du pays et représentantes des organisations féminines du Niger à prendre part à cette deuxième assemblée générale ordinaire du réseau national des femmes pour la paix. Soucieuse du bien-être des populations, cette rencontre est portée sur le rôle de la femme dans le processus de la résolution des conflits. Cette assemblée générale ordinaire du réseau national des femmes pour la paix se tient dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur au Niger. Le RENAFEP a été créé en février 2014 par arrêté numéro 0635 MISP du ACR DGAP DLP du 26 juin 2019. Il a comme objectif de favoriser l'application effective des dispositions légales afin de protéger les femmes et les enfants, de former les femmes sur la culture de la paix et l'esprit de tolérance, de renforcer les capacités des femmes en prévention, en gestion non violente des conflits et en prévention de l'extrémisme violent pour la stabilisation de leur communauté, de renforcer les capacités et développer les habiletés des femmes en vue d'une résilience et d'une meilleure intégration des femmes dans le domaine de l'économie, de la santé, de l'environnement, de la culture et de la politique, d'appuyer et soutenir les femmes, notamment celles des communautés rurales, dans le financement de leurs activités économiques, environnementales et productives, d'accompagner les femmes victimes de toutes sortes de violences, de coopérer avec toutes les organisations et institutions nationales et internationales animées du même idéal, d'apporter son appui à la lutte contre l'analphabétisme des populations et encourager la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, d'accompagner les structures membres dans la mise en œuvre de leur plan d'action. En effet, il faut souligner que la paix est un élément fondamental pour mieux vivre dans toute société et il ne peut y avoir de développement sans paix. C'est pourquoi le RENAFEP ici a fait l'inclusivité, ce qui fait que nous remercions ici la représentation du ministère de la Santé et de la Population. Jouant un rôle important dans le maintien de la paix, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a tenu à rappeler son engagement à œuvrer aux côtés de ces femmes. Mon département ministériel a adopté le plan d'action national de l'agenda femmes, paix et sécurité de deuxième génération pour la période 2020-2024. À cet effet, je vous invite à vous impliquer davantage pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Nous avons également une initiative propre au ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant élaborée qui est intitulée Programme de protection de la femme et de l'enfant, autonomisation économique de la femme et participation à la construction de la paix et la sécurité dans les zones de conflit. Au regard de l'expertise et de la pertinence des activités de votre réseau, Madame la coordinatrice, et à ma qualité de ministre en charge de la promotion de la femme, je veillerai personnellement à ce que le RENAFEP soit une référence en matière de femmes, paix et sécurité, et cela à travers un partenariat franc et sincère. À l'issue de cette assemblée générale, une nouvelle équipe chargée d'assurer la bonne marche de la structure sera investie pour les 4 années à venir. Le ministre de l'Élevage, Tijani Abdelkadri, a clôturé cet après-midi les activités du Forum national sur le financement de l'agriculture au Niger à Finagri.
Ce forum, qui a pris fin sur une note de satisfaction générale, est organisé par AgriFocus en partenariat avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent le Nigérien. Voyons tout cela avec Nafissa Yahaya et Cheb Guisso. C'est sur une note de satisfaction générale et par ses recommandations qu'ont pris fin les activités de la 6e édition du Forum national sur le financement de l'agriculture au Niger, FINAGRI. En ce qui concerne la thématique sur le financement de l'agriculture, en termes de mécanismes de financement des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques du Niger, la 6e édition recommande à l'endroit de l'État de cartographier les interventions des projets et programmes sur le terrain pour faciliter le financement agricole et le rendre efficace, d'harmoniser les approches, outils et instruments de financement pour une meilleure efficacité, de mettre en place un mécanisme opérationnel de partage des informations et opportunités de financement réels aux producteurs, de mettre en place des mesures incitatives au profit des opérateurs économiques pour faciliter l'industrialisation dans le domaine de la transformation des produits locaux du Niger pour une meilleure compétitivité. À l'endroit des institutions de financement, développer des activités de proximité avec les institutions financières pour mieux identifier les besoins réels des producteurs. Occasion pour le représentant du Haut-Commissaire à l'initiative 3N, partenaire de AgriFocus dans le cadre de ce forum, de réaffirmer son engagement à accompagner AgriFocus dans cet élan. Le ministre de l'Élevage a également saisi l'occasion pour réitérer la disponibilité et l'engagement du gouvernement à accompagner AgriFocus dans cette initiative. La question du financement, vous l'avez rappelé, c'est une épineuse question que notre pays connaît pratiquement depuis les indépendances, je dirais. Il y a eu des initiatives, certaines ont réussi, moins que d'autres. Nous pensons que ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que nous puissions identifier le véritable goulot. Pourquoi? Justement, les acteurs du monde financier hésitent à financer l'agriculture. Pourquoi on hésite à financer l'élevage? Pourquoi on hésite à financer les producteurs ruraux? Je pense que c'est cela qui doit être mis en avant et réfléchir effectivement sur les mécanismes pertinents qui puissent permettre de régler cette question en amont pour que l'accès au crédit puisse être effectif. Je voudrais à cette occasion, en tout cas, Madame la Directrice, vous réitérer la volonté des plus hautes autorités de notre pays, à commencer par le chef de l'État, qui s'est engagé résolument à soutenir le monde rural. Soutenir le monde rural, c'est le soutenir dans l'éducation, la formation. À noter que le Forum national sur le financement de l'agriculture au Niger, FINAGRI, initiative de AgriFocus, se tient chaque année. À l'année prochaine, donc, pour la prochaine édition. Double activité ce mercredi matin de l'ONG Songe à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du climat. Et cette ONG a jugé utile de clôturer les écoles du quartier d'Anzama Ouattara, les écoles primaires bien sûr, et de procéder à la plantation d'arbres tout autour de ces écoles. Cette initiative rentre dans le cadre justement de cette journée et elle est dénommée Un enfant, un arbre, n'est-ce pas, Arrête Salah? Après l'école Bobiel, l'école de Karegourou et l'école de Sarandoganda, ce 8 décembre 2021, c'est au tour des écoles d'Anzamakwara de bénéficier du mur de clôture et de la plantation d'arbres provenant de l'ONG Songe Niger à travers l'initiative Un enfant, un arbre, qui consiste à faire de l'école grâce à la plantation et à l'entretien par les élèves d'une clôture verte autour des classes. Cette cérémonie grandeur nature à l'occasion de la commémoration de la journée du climat
a vu la participation de l'Union européenne, de tous les acteurs intervenant dans l'éducation et la préservation de l'environnement, des responsables coutumiers et du maire de la commune 2. Dans son mot de bienvenue, le coordinateur de l'ONG Songe Niger a présenté le but de l'initiative Un enfant, un arbre. L'idée du projet Un enfant, un arbre, c'est de pouvoir en fait ramener la question de la reforestation au niveau de nos jeunes enfants, en faisant en sorte que les enfants apprennent comment entretenir, comment planter les arbres, en faisant en sorte que aussi cette plantation et l'entretien puissent servir à leur école. Et donc nous construisons des haies vives au niveau des écoles qui ne sont pas clôturées et nous faisons en sorte aussi que les enfants puissent planter les arbres dans leurs cours. Ça à travers des modules que nous faisons avec leurs enseignants pour qu'ils puissent l'intégrer dans les cours qu'ils donnent. Donc l'objectif c'est que les enfants puissent vraiment être formés, puissent bien comprendre l'importance de la plantation et de l'entretien de l'arbre pour qu'on puisse avoir une génération future où l'arbre devient quelque chose d'important, l'arbre devient quelque chose qu'il faut toujours entretenir et permettre de lutter contre la désertification dans notre pays. Nous avons profité aujourd'hui, avec l'appui de l'Union européenne, de la célébration de la journée climat pour lancer les activités de la 4e école de Danzama par rapport à notre projet et aussi faire le plaidoyer pour plus d'implication de tous les acteurs dans l'extension et la mise en échelle de cette initiative. Après avoir rappelé l'utilité des arbres, le maire du 2e arrondissement de Niamey a remercié l'ONG Songe pour cette initiative qui permettra de développer l'amour de l'arbre chez les jeunes scolaires. Nous sommes tous conscients de la corrélation qui existe entre la santé et les arbres. Les arbres purifient l'air, atténuent le risque d'érosion et participent au cycle de l'eau. On peut dire sans risque de se tromper que les arbres sont nécessaires pour notre survie. L'idée de cette clôture verte pour l'école de Danzama-Kwara va sans nul doute développer chez les jeunes scolaires l'amour de l'arbre. Je suis convaincu que ces arbres seront protégés et bénéficieront de la part de nos services compétents d'un suivi régulier et rigoureux jusqu'à maturité. Débutée depuis 2011, cette initiative a enregistré des résultats probants. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation et celui de l'Environnement ont tenu à encourager l'ONG Songe Niger pour cette initiative qui restaure l'équilibre naturel et préserve la vie. En tant que chef de file de l'éducation, la représentante de l'Union européenne a salué la prise de conscience des scolaires dans la lutte contre la désertification. Travailler ensemble avec les plus jeunes, de manière à ce que la sensibilisation et l'éducation aux défis du changement climatique, mais aussi aux opportunités que cela peut amener, est vraiment essentiel pour que ces actions puissent être durables. Le combat donc pour parvenir aux effets du changement climatique et pour mettre toutes ces actions à profit du développement durable est donc un combat qui nous concerne tous et qui peut être transformé dans des opportunités pour toute une génération. Je souhaite aussi remercier l'ONG Songe. Nous sommes heureux, l'Union européenne, d'être associée à ce projet qui a autant d'opportunités et autant de potentiel. Cette cérémonie est marquée par une séance de simulation de leçons sur les arbres, la visite du stand où sont exposées les photos du projet et enfin la plantation d'arbres par les élèves assistés par les différents invités était le point phare de la journée. Demain, 9 décembre 2021, c'est la journée consacrée pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, une des priorités du président de la République, Mohamed Bazoum. Cependant, beaucoup d'acteurs restent pessimistes sur cet engagement du président de combattre ces fléaux. Dossier à suivre. Farouche et je vais créer Vraisemblablement, le président de la République, Mohamed Bazoum,
a déclaré une lutte sans merci contre les détourneurs du denier public, la corruption et l'impunité. Il l'a dit le 2 avril 2021 à l'occasion de son investiture et il le rappelle à chaque fois quand l'occasion se présente. Les délinquants économiques ne seront pas couverts par qui que ce soit. Le président de la République, Mohamed Bazoum, reste ferme sur cette position. Je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence de pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration. La corruption prend diverses formes: pots de vin vulgaires, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques ont cours malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité. C'est donc un président de la République très engagé et très déterminé pour s'attaquer à ces pratiques qui n'honorent pas le pays. Lors de sa récente visite à Londres où il a pris part au Forum mondial sur l'éducation, dans un entretien accordé à BBC, le président de la République, Mohamed Bazoum, a une fois de plus réaffirmé cet engagement ferme et sans détour. Ma conviction en moi, c'est qu'il faut punir. Il faut punir pour lutter contre la corruption. Nous n'aurons jamais un État crédible qui ait un minimum d'autorité et de légitimité si nous laissons cours au comportement auquel les gens ont spontanément tendance à vouloir se laisser aller. C'est une bataille très dure que nous allons mener contre nous-mêmes, contre tout le monde. Je l'ai dit à mes ministres. La lutte contre la corruption au Niger est un combat qu'encourage la société civile nigérienne. Si aujourd'hui le président Bazoum s'engage à lutter contre la corruption au Niger, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses que les hommes politiques disent, mais l'application, c'est une autre. Donc nous, pour le moment, nous ne pouvons que entendre, nous ne pouvons que observer les actes du président Bazoum. En tout cas, il a du pain sur la planche. Parce que nous avons vu comment des gens ont détourné des sous par la corruption, effectivement, des agents fonctionnaires de l'État. Et la seule affaire que nous connaissons, c'est l'affaire Ibou Kradji. Mais l'affaire Ibou Kradji, il y en a 1000 affaires par rapport à la corruption, n'est-ce pas, de cette affaire de Ibou Kradji. Il y en a 1000. Donc, il faut qu'on commence à dépoussiérer les dossiers qui sont au niveau de la Hadsia, qui sont au niveau de la justice, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, rendre l'État du Niger dans ce droit. Il y a un penseur chinois qui disait que si vous voulez détruire un pays, vous n'avez pas besoin d'envoyer des chars de combat, des avions de chasse pour bombarder ce pays. Non. Deuxièmement, il faut seulement détruire son système éducatif et implanter la corruption dans ce pays. Alors, ça sera un pays vaincu, un pays détruit. Et c'est ça que nous allons vivre si nous ne faisons pas attention. D'ores et déjà, un dossier sur cette affaire de détournement de plusieurs milliards de francs CFA, l'affaire Ibrahim Amadou, plus connue sous le nom de Ibou Kradji, est en cours d'instruction. Plusieurs personnes, notamment les agents du ministère des Finances et ceux du Trésor national qui seraient impliqués, ont été placés en mandat de dépôt dans les prisons civiles en attendant la suite de l'instruction. La question que beaucoup d'observateurs nigériens se posent, l'affaire Ibou Kradji ira-t-elle jusqu'au bout
ou subira-t-elle le même sort que celle du ministère de la Défense nationale dont le dossier reste toujours sur le bureau du procureur de la République au tribunal de grande instance hors classe de Niamey? Place à présent à notre rubrique hebdomadaire. Cette semaine, nous vous éclairons donc sur le thème examen périodique universel. Les explications sur ce thème avec Ousseini Jipaje Mamansani, il est magistrat. Très bonne réception. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une communication sur le passage du Niger au 3e cycle de l'examen périodique universel. L'examen périodique universel, ça veut dire quoi? C'est un mécanisme qui a été institué depuis 2006 par la Charte des Nations Unies et qui consiste à faire en sorte que tous les États membres des Nations Unies passent périodiquement devant leurs pairs, c'est-à-dire devant les autres États, qui vont les évaluer, qui vont examiner la situation des droits de l'homme en général. Ça concerne tous les droits. Donc là, on examine la situation des droits de l'homme dans ce pays et ça se fait tous les 4 ans et demi. Le premier cycle a été lancé en 2011. Donc le Niger est passé en 2011. À cette occasion, il avait enregistré 115 recommandations. 5 ans après, c'est-à-dire en 2016, le Niger est reparti au 2e cycle et il avait enregistré 168 recommandations. Maintenant, le 3e cycle, en 2021, nous sommes passés au mois de mai et tout récemment, au mois de septembre, pour l'examen du 3e cycle, à l'issue duquel le Niger a présenté son rapport national du 3e cycle de l'EPEU. Et suite à cette présentation, nous avons enregistré 254 recommandations que nous sommes revenus analyser et discuter avec toutes les parties prenantes. Et à l'issue de cette réflexion, nous avons décidé, l'État a décidé d'accepter 248 sur les 254 recommandations. On a noté 6 recommandations. Noté en termes diplomatiques, ça veut dire rejeté. Alors, pourquoi cet examen? Pourquoi cet examen appelé examen périodique universel? C'est différent de ce qui se passe devant les organes des traités. Là, il s'agit pour chaque État membre des Nations Unies, même s'il n'a pas ratifié les conventions internationales fondamentales en matière de droits de l'homme, tous les États membres des Nations Unies sont soumis à cet examen. Ils se présentent devant leurs pairs, c'est-à-dire devant les autres États, qui deviennent alors les États examinateurs. Et ces États vont poser des questions à l'État examiné. Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre en œuvre les droits de l'homme chez vous? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ils vont poser toutes les questions qu'ils veulent à l'État examiné. Et l'État va répondre sur place. Et il n'y a pas que les États aussi qui participent à l'EPEU. Il y a aussi la Commission nationale des droits de l'homme qui peut faire des rapports alternatifs. Vous savez que c'est une institution qui est indépendante de l'État. Elle peut faire un rapport alternatif différent de celui de l'État. Et il y a aussi la société civile nationale et internationale, qui participe aussi grâce à leur rapport alternatif. Et il n'y a pas que ça, il y a une 3e catégorie de parties prenantes qui sont les organismes des Nations Unies, qui sont dans le pays, donc qui déposent aussi des rapports dits alternatifs. Donc c'est sur la base de ces 3 rapports alternatifs, plus le rapport de l'État, que les examinateurs vont se baser et évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays. Donc pour le dernier passage, comme je le disais, c'est un record pour le Niger et il faut s'en féliciter. On a eu 115 États qui se sont inscrits pour intervenir. C'est un record, parce qu'au 2e examen périodique, nous n'avons eu que 65 États intervenants. Mais là, nous avons eu 105 États. Et à l'EPEU, plus le nombre d'États intervenants est grand, plus on considère qu'ils ont donné de l'importance aux pays qui passent. Parce qu'il y a des pays qui passent qui n'ont même pas, qui ont quelques dizaines de recommandations. Ça veut dire que les gens ne s'intéressent pas à la situation de leur pays.
Mais pour nous, c'est un record. Cette année, on a eu, comme je le disais, 115 pays qui se sont inscrits pour intervenir. Et parmi les 115, on a enregistré 95 pays qui ont fait des recommandations au Niger. Et l'ensemble de ces recommandations fait 254. Le nombre de recommandations n'est pas synonyme à la violation des droits de l'homme dans un pays, comme je l'ai dit, puisque plusieurs pays peuvent faire les mêmes recommandations. Vous pouvez avoir, par exemple, 20 pays qui font une même recommandation. Donc, ce n'est pas synonyme de violation des droits de l'homme quand vous voyez que le nombre de recommandations est élevé. C'est plutôt synonyme de l'intérêt que la communauté internationale porte au rapport de notre pays. Maintenant, nous sommes passés, comme je le disais, au mois de mai pour défendre le rapport. C'est à cette occasion qu'on appelle le dialogue interactif que nous avons reçu ces recommandations. Et nous avons l'option ou de répondre sur place pour dire les recommandations que nous acceptons et celles que nous n'acceptons pas, ou de demander un différé pour revenir au pays, nous consulter avant de répondre. Nous avons choisi la deuxième option. C'est-à-dire nous sommes revenus au Niger, on a consulté les parties prenantes, c'est-à-dire la société civile, les autres structures étatiques, et tout celui qui a son mot à dire par rapport à la situation des droits de l'homme. On les a consultés par rapport à toutes les 254 recommandations et nous sommes tombés d'accord pour accepter les 248 et rejeter les 6. C'est un record là aussi, parce qu'il y a des États qui rejettent des centaines de recommandations ou des dizaines de recommandations. Nous avons accepté toutes les 248 recommandations qui sont relatives aux différents domaines des droits. Il y a les droits civils, il y a les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a les droits de la troisième génération. Donc, tous les droits sont considérés par ces recommandations. Et celles que nous avons rejetées, en réalité, les 6 recommandations ont la même thématique. C'est des recommandations qui sont relatives aux droits supposés des LGBT. LGBT, ce sont les lesbiennes, les gays, les transsexuels, les bisexuels et les intersexes. Donc, les pays qui nous ont fait ces recommandations sont au nombre de 6. Donc, ils demandent à notre pays d'abroger notre législation qui punit, par exemple, les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Ils nous demandent aussi de prendre une loi pour légaliser les unions entre personnes de même sexe et de prendre une loi qui va autoriser le choix de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'une personne peut décider d'épouser une personne de même sexe ou d'avoir des relations avec une personne de même sexe, etc. Donc pour nous, en tout cas le Niger étant un pays majoritairement musulman, nous avons dit que ces recommandations ne peuvent pas, même à long terme, ne peuvent pas être réalisées, acceptées au Niger. Et vous savez, dans le pays, l'État a le droit de refuser ou d'accepter. Donc nous avons refusé ces 6 recommandations, mais nous avons accepté toutes les 248 autres. Maintenant, la prochaine étape, après l'acceptation des recommandations, puisque personne ne nous a obligés à accepter ces recommandations, c'est volontaire. L'État est obligé de les mettre en œuvre d'ici les 5 ans à venir. Et pour cela, nous avons prévu un chronogramme d'activité. Il y aura d'abord une restitution du passage du Niger à toutes les parties prenantes. On va, au cours d'une cérémonie, présidée peut-être même par le Premier ministre ou à défaut par le ministre de la Justice, il y aura une cérémonie au cours de laquelle on va inviter toutes les parties prenantes, la société civile, la CNDH, les partenaires techniques et financiers, les chancelleries, pour leur restituer, c'est-à-dire leur présenter les différentes recommandations que le Niger a acceptées. Ensuite, la deuxième étape va consister à l'élaboration d'un plan. Que pour exécuter 248 recommandations, il faut un plan. Il y aura un plan de mise en œuvre que le comité interministériel va proposer et que le gouvernement va adopter. Une fois que ce plan est adopté, il sera disséminé à toutes les parties prenantes et chaque structure étatique ou chaque structure ministérielle saura quelles sont les recommandations qui relèvent d'elle pour la mise en œuvre. Il n'y a pas que l'État qui est impliqué dans la mise en œuvre, la société civile aussi, la CNDH, donc toutes les parties prenantes, même les chancelleries,
sont impliqués dans la mise en œuvre. Et l'intérêt de se soumettre à cet examen, c'est que les États sont appréciés sur la base de la régularité du dépôt de leur rapport. Et ils sont considérés partant comme étant des bons élèves de la communauté internationale. Et c'est un critère d'appréciation de la bonne gouvernance et surtout le respect des droits de l'homme. Vous savez qu'il fait partie des critères d'octroi de l'aide internationale. Donc d'où l'intérêt pour notre pays. Depuis l'institution de l'EPU, notre pays n'a jamais manqué à ce rendez-vous. Et ça, beaucoup de pays qui ont pris la parole nous ont félicités par rapport à ça, et par rapport à la qualité du rapport, et surtout par rapport au taux d'exécution antérieur des précédentes recommandations. Parce que les précédentes recommandations ont été exécutées à plus de 85%. Et pour celle-là aussi, en tout cas avec l'aide de toutes les parties prenantes, nous envisageons, à défaut de les exécuter à 100%, au moins exécuter une grande partie d'ici 2026. Les 248 recommandations que nous avons acceptées sont relatives, comme je l'ai dit, à tous les domaines du droit. Vous avez les droits civils et politiques, tels que les libertés de manifestation. On demande à l'État du Niger d'autoriser à ce que les gens qui remplissent les conditions légales manifestent. Vous avez la liberté d'association, vous avez les libertés de religion, les libertés de réunion pacifique, etc. Et pour les droits économiques, sociaux et culturels, vous avez le droit à l'éducation, vous avez le droit à la santé, vous avez le droit au travail, etc. Donc on a demandé au Niger de faire plus encore pour que ces droits se réalisent. Aucun État ne peut se targuer d'avoir réalisé à 100% les différents droits, mais chacun fait son maximum. Et la communauté internationale a reconnu que notre pays a fait beaucoup d'avancées, malgré la situation sécuritaire défavorable. Il y a eu beaucoup d'avancées dans la réalisation de ces droits. Il y a aussi les droits de la troisième génération, le droit à un environnement sain, le droit à la paix. Donc ces recommandations se résument en cela. Le mot que je dirais à l'endroit de toutes les parties prenantes, c'est d'abord des mots de remerciement. On a eu l'appui de beaucoup de structures, des organismes internationaux des Nations Unies. On a eu aussi l'appui de la CNDH, parce que la CNDH est partie avec nous pour la défense et l'adoption de ce rapport. On a eu aussi le soutien de la société civile et de beaucoup de partenaires techniques et financiers. Donc c'est un mot de remerciement et surtout un souhait pour que chacun s'implique dans le processus de la mise en œuvre de ces recommandations. Parce que tout le monde est État. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit les mettre en œuvre. Toutes les parties prenantes, y compris la société civile, le privé. Donc tout le monde doit s'impliquer pour que ces recommandations soient mises en œuvre. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de développement sans respect des droits de l'homme. Donc notre souhait, c'est que le Niger continue à être classé parmi les pays respectueux des droits de l'homme. Quoi qu'on en dise, en tout cas, nous sommes parmi les premiers pays respectueux des droits de l'homme, au niveau international même.